Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Quand il a gagné, qu'est-ce qu'on a été capable de faire en dehors de voir le jeune Toussaint dont la tête a été coupée, on a joué au ballon. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Et puis d'ailleurs, on les a oubliés. Bien sûr. Et donc nous on dit, il y a une autre voie, celle de demander au peuple de sortir massivement, mais pas que, mais de rester vigilant dans les urnes, de faire en sorte que les 25 000 bureaux de vote, on ait des représentants qui ont le sens de ce que le peuple veut qu'ils fassent dans ce bureau de vote-là. Et que si on met en place ce dispositif, sortie massive, avec un taux de participation, système de contrôle, sécurisation des élections, une bonne communication, si on nous vole notre victoire, mais on va dire non au vol de la victoire. Cette méthode existe aujourd'hui et a existé sur les élections même locales. Non, je dis la méthode en ce qui concerne le dépouillement et la présence. Et puis il faut que le dépouillement et la présence, non. Quand on boycotte, non. Quand on boycotte, parce que Ouattara a toujours gagné dans les conditions de boycott. Mais parce que quand tu boycottes, nous ne sommes pas, n'a pas de représentant dans le bureau de vote. Docteur Saraka, tu as boycotté. Docteur Saraka, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions que 2015, que 2020. Chaque élection, il y a des enjeux. Chaque élection, il y a des enjeux. Ce que vous dites, par exemple, on a pas d'enjeux. On a eu le cas de 2010, on a eu le cas de 2010 avec des observateurs à travers le monde entier. On a tout supervisé, on avait des copies des procès-verbaux, on sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut faire, et c'est ce que vous avez fait dès le départ, bien agir en amont, mettre les règles du jeu en place, transparence et tout ce qu'il faut. Rien n'a été fait. Et donc aujourd'hui, c'est pas fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on va y dans un cadre politique. Bien sûr, moi je réponds naturellement. Nous sommes dans un cadre politique. Il faut mettre encore d'accord, insister pour qu'il y ait des cadres. Par quel moyen? Mais toujours, mais créer le débat, créer des échanges. Vous êtes allé voir en fait le RHDP à la rue Le Pic il n'y a pas très longtemps. Pourquoi en Côte d'Ivoire en 2010, il y avait des émissaires qui venaient jusqu'au dernier moment d'accord pour venir négocier? Pourquoi vous ne voulez pas le faire? Mais la campagne va se tenir là dans quelques jours. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, Blé Goudé a dit dans ce même congrès, dans cette même fondation Félix Houphouët-Boigny, que 2025 ne se fera pas sans lui. Ça veut dire quoi exactement, au vu de ce qui se passe? Parce que quand il avait évoqué cela, certaines personnes, certains Ivoiriens avaient imaginé qu'il allait se battre nécessairement pour être candidat. Aujourd'hui, il n'est pas candidat. Il est écarté du jeu, je pourrais dire, électoral, mais avec un certain maestria, il est en train de réussir à être au centre de l'action, je pourrais dire, de la gauche ivoirienne qui a été qualifiée pour ce scrutin. C'est cela, il veut être le numéro 2, soit de Simone, soit de Awadon Melo, de Jean Vibion. C'est quoi quand il dit ne se fera pas sans moi? Bien, réponse de M. Saraka. Merci. C'était le 13 mai 2023 à Yamoussoukro, à l'occasion de la rentrée politique du parti, que Charles Blé Goudé a affirmé effectivement que 2025 ne se passera pas sans nous. Il a dit nous. Et cela voudrait dire que voilà, il était conscient qu'il était en capacité de gouverner la Côte d'Ivoire, il avait déjà dit. Parce qu'on savait qu'il y avait des batailles à mener pour que Charles Blé Goudé soit sur la liste électorale et qu'il soit candidat. Une bataille, on peut ne pas la gagner. Et Charles Blé Goudé ne résume pas tout à lui. S'il arrivait qu'il n'était pas candidat, il fallait dans tous les cas agir de manière à ce que 2025 ne se passe pas sans lui. Il est en train de le démontrer. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il n'est pas sur la liste électorale, il n'est pas candidat. Et pourtant, son parti, par la voix de son secrétaire général que je suis, dans le cadre du processus de parrainage, s'est engagé à même accompagner les candidats dûment inscrits sur la liste électorale, de manière à permettre aux Ivoiriens d'avoir une assiette plurielle, des choix pluriels. Et nous avons mené ce combat et grâce à cela, certains candidats ont pu avoir le parrainage, notamment Simone Gbagbo et Awadou Melo. On l'a fait pour d'autres aussi. Comme Assalé Temoko. Voilà, comme Assalé Temoko. Et voilà, et encore
dans cette logique d'agir de manière à ce que on sente que sa personnalité n'est pas une fin en soi, sa candidature n'est pas une fin en soi. Charles Blé Goudé continue donc d'aller partout, aller rencontrer les candidats, parce qu'il s'est prononcé face à la nation pour dire qu'il fallait qu'on fasse en sorte que l'opposition puisse s'unir, se rassembler pour relever le défi de manière à ce qu'on puisse changer la gouvernance. Et cette alternance n'est pas possible si on ne se met pas en capacité de changer les choses. Et donc, voilà, il est au cœur, il est au centre, il agit et il consulte pour que cette opposition-là puisse comprendre qu'ensemble, on peut gagner. Parce que ces élections, on peut les gagner. Ces élections sont à portée de main. On va laisser la parole à Jean-Yves, comme nous me laisser tout à l'heure. Jean-Yves, allez-y. Oui, donc moi, je suis très heureux d'entendre le docteur Saraka dire que Blé Goudé ne résume pas tout à sa personne. Je suis très heureux. Et donc, si Blé Goudé ne résume pas tout à sa personne, pourquoi lors de votre congrès, du coup, vous n'aviez pas en fait opté pour une candidature, par exemple, de Dr Saraka ou de Maître Ouaga, sachant que Blé Goudé avait des problèmes judiciaires. Donc, pourquoi n'avoir pas opté pour ce plan et puis être resté sur la candidature forcément de Blé Goudé? Si Blé Goudé n'est pas candidat, alors on n'a pas de candidat et on soutient un autre parti. Donc pourquoi au sein de votre parti même vous n'avez pas choisi une autre candidature, une autre personne pour l'accompagner? Comme on le dit, tout choix est douloureux. Dans tous les cas, il y a la perte de ce qu'on n'a pas choisi. Et il faut bien entendu faire un choix. Nous, on a fait le choix de croire que la situation de Charles Blé Goudé pouvait s'améliorer. On a fait le choix de croire. On était très optimistes parce qu'à l'entame d'un tel processus, on ne pouvait pas se dire que le président Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste électorale, c'est fini, on ne peut rien faire. Non, on a cru que les autorités ivoiriennes devraient pouvoir comprendre que c'est de leur responsabilité que de réparer de telles injustices. Parce que Charles Blé Goudé, jugé par contumace, condamné à 20 ans, à quitter la CPI, cela n'est pas de nature à rassurer les Ivoiriens quant à la qualité de la justice qui est rendue. Donc on croyait de bonne foi que les autorités allaient comprendre. C'est pour cela qu'on s'est engagé à rencontrer les chancelleries, les organisations de défense des droits de l'homme. On a même rencontré le RHDP parce qu'on croyait qu'eux devraient pouvoir expliquer au président de la République que le dialogue politique devrait être une priorité pour aller à des élections apaisées. Donc dès lors qu'on a foi, on croit que Charles Blé Goudé peut être établi dans ses droits, on ne peut pas proposer une autre candidature. Donc on allait jusqu'au bout. Ok, donc voilà, en fait je suis très heureux, mais moi ce qui me turlupine un peu, c'est que vous aviez cru en la candidature de Blé Goudé, ne pensant pas à un plan B, et aujourd'hui vous soutenez les plans B de d'autres partis, notamment Awadon Melo. Donc pourquoi n'avoir pas aussi opté pour cette candidature de précaution là aussi au sein de votre parti? Parce que moi, en tout cas dans mon entendement, je croyais que Blé Goudé, c'est beaucoup de lucidité, c'est-à-dire il a observé la situation, il s'est dit que actuellement là, je suis privé de mes droits civiques et politiques, donc je ne peux pas être candidat. Du coup, pourquoi n'avoir pas opté pour cette candidature de substitution ou bien pour cette candidature de précaution et maintenant aller soutenir un candidat de précaution d'un autre parti? N'est-ce pas là une provocation? Non, Et pour compléter la question, est-ce que l'idée même d'une candidature de précaution a émergé au sein de votre famille politique? Non, je viens de le dire. On était convaincus que le bon sens allait guider les autres. On allait jusqu'au bout. Et là, on était face à une situation de fait. Il fallait maintenant tenir compte de cette nouvelle réalité pour prendre une nouvelle posture. Et la posture qui convenait était de dire que Charles Blé Goudé n'est pas candidat. Tout ne se résume pas à lui. Il fallait poser des pas, agir de manière à ce que une personnalité de l'opposition puisse gagner ces élections. Surtout que nous étions convaincus que ces élections sont à portée de main. Et donc, ça aussi, c'est le sens de la responsabilité. Cela montre aussi que Charles Blé Goudé ne résume pas tout à lui.
Donc, ce n'est pas qu'on choisit le plan B de nos partis politiques. Il ne faut pas voir les choses en termes de partis politiques, là où nous sommes en ce moment. La Côte d'Ivoire est face à une situation difficile. Les Ivoiriens ont besoin d'alternance, de changement pour faire face aux maux auxquels chacun d'entre nous est confronté, la cherté de la vie, l'éducation, la santé. Il y a un certain nombre de problèmes. La justice ivoirienne, la société elle-même fait peur. Parce qu'on peut arrêter des gens avec des cagoules et les régulateurs sociaux que sont la justice, la défense, l'armée, je veux dire, la police et la gendarmerie ne rassurent plus. Donc, on est dans une société où les institutions et la population se regardent en chien de faïence. Quand on regarde tout ça, ce n'est pas une affaire de COGEP, une affaire de PDCI, une affaire de PPACI. Donc, il faut qu'on comprenne que 2025, on a une opportunité inédite. Et c'est possible qu'on change les choses.